Dans les sombres jours de la Seconde Guerre mondiale, la machine nazie a déployé non seulement sa puissance militaire, mais a également orchestré un sombre réseau de contrôle et de manipulation à travers des bordels. Ces lieux étaient plus que de simples établissements de plaisir. Ils étaient des outils stratégiques d'espionnage, de récompense et de domination psychologique. Sous le commandement des SS, ces installations sont devenues des centres où la luxure, l'espionnage et la terreur convergent sous l'ombre sinistre de la croix gammée. Les bordels nazis, connus sous le nom de Wehrmachtsbordel, offraient non seulement une échappatoire temporaire aux brutalités du champ de bataille pour les soldats allemands, mais ils sont également devenus des scènes de cruauté et d'exploitation. Imaginez-vous dans la peau d'une courtisane travaillant pour la résistance, utilisant son charme pour extirper des secrets d'officiers nazis ivres et inconscients, ou visualiser les réunions clandestines tendues entre espions, déguisés en rencontres fortuites. Citant de manière glaçante le Reichsführer des SS Heinrich Himmler, les bordels dans les camps de concentration étaient nécessaires pour récompenser les prisonniers coopératifs et maintenir l'ordre. Rejoignez-nous pour explorer la réalité sombre et perturbante des bordels nazis et découvrir comment ces lieux reflétaient la brutalité et la déshumanisation systématique imposées par le régime nazi. Le raisonnement derrière les bordels, le schéma d'incitation de Himmler. À l'été 1941, le chef des SS, le Reichsführer SS Heinrich Himmler, et Oswald Pohl, le chef du bureau économique et administratif principal des SS, WWHA, ont visité le camp de concentration de Mauthausen et son sous-camp, Gusen, en Autriche annexée. Lors de leur visite, ils ont également parcouru 2 carrières voisines où les prisonniers étaient forcés d'extraire du granit pour les grands projets de construction d'Hitler destinés à transformer des villes allemandes importantes telles que Berlin, Hambourg, Munich, Linz et Weimar. Suite à cette visite, en octobre 1941, Himmler a ordonné la création de 2 baraquements de bordel dans 16 camps, qui ont ouvert officiellement en juillet 1942. L'idée derrière ces bordels était d'augmenter la productivité des prisonniers en leur fournissant des incitations. Himmler croyait que permettre à certains prisonniers sélectionnés le privilège de visiter des bordels augmenterait leur efficacité au travail. En avril 1942, Himmler a discuté avec Kammler, chef de la branche de construction de la WWHA, sur la productivité des prisonniers utilisés comme travailleurs dans les brigades de construction des SS. Ces discussions faisaient partie des efforts plus larges pour mettre en œuvre les plans de Himmler pour la germanisation de l'Europe de l'Est occupée. Himmler était mécontent de constater que l'efficacité des prisonniers du camp était seulement de 50% par rapport aux travailleurs civils. Pour améliorer cela, il a suggéré d'accorder de la manière la plus libre certains privilèges aux prisonniers travailleurs, comme l'accès à des femmes dans des bordels et de petits paiements pour les travaux. Himmler croyait que nier le besoin de fournir des femmes pour satisfaire les besoins sexuels des prisonniers masculins du camp serait irréaliste et déconnecté de la réalité de la vie. Dans le même temps, la société IG Farben construisait une énorme usine chimique à Auschwitz-Monowitz, utilisant des prisonniers de camps de concentration comme main-d'œuvre. Les dirigeants d'IG Farben étaient mécontents de la faible productivité de ces travailleurs forcés et ont discuté avec les SS de la façon de l'améliorer. Ils ont conçu un système de bonus pour les prisonniers qui comprenait de la nourriture supplémentaire, la promesse d'être peut-être libérés plus tôt et des visites à des bordels. Ils ont également introduit un système où les travailleurs étaient payés en fonction de la quantité de travail accompli sur le chantier de construction. Extension du système de bordel, l'ordre de bonus et ses implications. Cependant, la plupart des SS ont largement ignoré la promesse de libération anticipée. Au lieu de cela, ils ont construit un bordel pour les prisonniers à Monowitz à l'automne 1943. En mars 1943, Heinrich Himmler a visité Buchenwald, l'un des plus grands camps de concentration en Allemagne avant la guerre, et une usine de fusils voisine employant des prisonniers du camp. Après cette visite, il a écrit à Oswald Pohl, critiquant l'absence d'un bordel à Buchenwald et exigeant la mise en place d'un système de rémunération à la pièce similaire dans tous les camps de concentration. Cela a conduit à la création de l'ordre de bonus par les SS peu de temps après, qui détaillait des incitations pour augmenter la productivité des prisonniers.
Cet ordre comprenait des avantages pour les prisonniers travaillant dur, tels que des lettres plus fréquentes, des coupes de cheveux de style militaire, des bons pour cigarettes, de la nourriture supplémentaire et des visites au bordel. L'idée était que ces incitations encourageraient les prisonniers à travailler plus dur. Selon l'ordre de bonus, les prisonniers atteignant leurs objectifs de travail recevaient des bons qu'ils pouvaient utiliser pour acheter des cigarettes, de la nourriture à la cantine du camp ou payer des visites au bordel. Cependant, seuls les travailleurs les plus performants, appelés employés de première catégorie, pouvaient visiter le bordel une fois par semaine. Pour le faire, ils devaient rédiger une demande au commandant du camp pour approbation et payer 2 Reichsmark en bons. De ce paiement, la travailleuse sexuelle forcée au bordel recevait 0,45 Reichsmark. Le prisonnier la surveillant recevait 0,05 Reichsmark et les SS gardaient les 1,50 Reichsmark restants. L'ordre de bonus est rapidement devenu une directive obligatoire à la fois pour les commandants de camp et les entreprises utilisant des prisonniers comme main-d'œuvre. Ces entreprises acceptaient d'acheter des bons de bonus des SS et de les distribuer aux prisonniers dans le cadre de leur contrat. En février 1944, l'ordre a été étendu pour inclure des privilèges supplémentaires tels que l'accès au cinéma et aux événements sportifs du camp, et le coût d'une visite au bordel a été réduit à 1 Reichsmark. Malgré le scepticisme à la fois des commandants SS et de la direction des entreprises quant à l'efficacité de ce système de bonus pour augmenter la productivité, les SS ont insisté sur sa mise en œuvre et l'ont appliqué strictement. En conséquence, des bordels ont été établis dans 10 principaux camps de concentration vers la fin du Troisième Reich. Mauthausen et Gusen, ouverts en juillet et octobre 1942, Flossenbürg et Buchenwald, juillet 1943, camp principal d'Auschwitz, octobre 1943, Auschwitz-Monowitz, novembre 1943, Neuengamme, mai 1944, Dachau, avril 1944, Sachsenhausen, août 1944, et Mittelbau-Dora, février 1945. Depuis la fin des années 30, l'utilisation de prisonniers pour des travaux forcés dans les camps de concentration nazis était devenue cruciale pour les opérations économiques des SS. Ce travail forcé était crucial non seulement pour les propres entreprises des SS, mais aussi pour divers projets d'État nazis importants. Cela incluait la construction de structures monumentales, le peuplement de l'Est de l'Europe occupé par les Allemands et la production d'armes pendant ce qui était appelé la guerre totale. Cependant, la productivité des prisonniers du camp était une préoccupation majeure en raison des délais serrés et des objectifs irréalistes fixés pour ces projets. Les principales raisons de la faible efficacité dans les camps étaient les conditions de vie difficiles, la nourriture insuffisante, l'hygiène médiocre et la violence constante. Pour les prisonniers, une productivité élevée contredisait leur stratégie de survie, qui signifiait souvent faire le moins de travail possible. Une solution efficace à ce problème de productivité aurait pu être simple: augmenter les portions de nourriture, améliorer les conditions sanitaires et arrêter la violence quotidienne. Cependant, le système de bonus mis en place par les SS n'abordait pas véritablement ces conditions de vie cruciales et était donc voué à l'échec. Néanmoins, Heinrich Himmler considérait le système de bonus comme une solution à ce dilemme et l'a maintenu jusqu'à la fin de la guerre, ajoutant même des baraquements de bordel à la plupart des principaux camps de concentration. Révélant les ténèbres, coercition et tromperie dans la force de travail du bordel, le travail sexuel forcé et la vie dans le Sonderbau ont débuté avec la construction des premiers bordels à Mauthausen et Gusen en 1942. Les prisonnières étaient principalement sélectionnées parmi Ravensbrück, un camp de concentration pour femmes, pour travailler dans les bordels à Monowitz, le camp principal d'Auschwitz, et Mittelbau-Dora, d'Auschwitz-Birkenau. Les SS utilisaient 2 stratégies principales pour la sélection. À Ravensbrück et à Auschwitz, les officiers des SS ciblèrent les femmes des escouades de travail les plus dures, comme celle de la construction, et leur offrirent la possibilité de travailler dans les bordels avec la fausse promesse de libération après 6 mois. Cette offre n'était jamais tenue. Cette opportunité trompeuse était généralement étendue à de jeunes femmes allemandes étiquetées comme asociales et à d'anciennes prostituées, leur présentant un choix difficile entre une mort presque certaine
et la légère possibilité de survivre à travers un recrutement forcé. Le témoignage d'une femme polonaise d'Auschwitz-Birkenau illustre la désespoir qui motivait cette décision. Elle s'est portée volontaire pour le bordel après que le chef du camp, Osler, lui ait dit de faire un pas en avant si elle était intéressée. Quand une autre prisonnière lui a demandé pourquoi elle avait pris cette décision, elle a répondu « L'hiver approche et je travaille dans les champs ». Elle savait qu'il lui serait impossible de survivre un autre hiver à Auschwitz et considérait le travail sexuel forcé comme un moindre mal par rapport à la mort certaine dans le crématoire. Liana Milou, une survivante italienne d'Auschwitz et auteure, défend les choix des femmes comme elle dans l'un de ses écrits, argumentant émouvamment contre la condamnation de leur décision pour survivre. « Eh bien, j'ai refusé d'être consumée et de disparaître comme un nuage. Je voulais retourner chez moi. J'ai 18 ans, je ne veux pas mourir. Tout le monde dans le lager ramasse des restes de nourriture. Ils sucent des os que d'autres ont crachés, et je suis censé refuser la vie parce qu'elle est servie sur une assiette sale? En plus du recrutement pour les bordels des prisonniers, les SS ciblaient également les femmes polonaises à Ravensbrück pour les exploiter dans des bordels réservés aux gardes ukrainiens des SS affectés à divers camps de concentration. En raison des lois raciales allemandes, CES gardes étaient interdits d'avoir des relations sexuelles avec des femmes allemandes. En conséquence, les SS ont établi des bordels plus petits, spécifiquement pour eux dans des sites de campement comme Flossenbürg, Buchenwald, Gusen et peut-être Sachsenhausen. À mesure que la demande pour de telles installations augmentait, les SS intensifiaient leurs efforts de recrutement. Lors des appels aux listes, les officiers des SS scrutaient les rangs des prisonniers, sélectionnant les femmes qu'ils jugeaient appropriées pour le devoir de bordel. Dans un cas en 1943, dans la prison du camp de Ravensbrück, une prisonnière allemande nommée Magdalena Walters a été choisie pour le bordel du camp de Buchenwald. Un jour, au lieu d'être envoyée travailler, elle et d'autres femmes sélectionnées ont été dirigées vers le commandant du camp de Ravensbrück, Max Kögel, et l'Oberaufseherin, gardienne principale, ainsi que le commandant du camp de Buchenwald, Hermann Pister, pour se ranger en ligne. Les officiels ont ensuite choisi celles qu'ils voulaient et ont noté leur numéro de série. Ces femmes ont été emmenées à l'infirmerie du camp, où elles ont été forcées d'être déshabillées devant les SS et ont été droguées. Après une période de quarantaine, elles ont été habillées en civil, transportées à Weimar en train de voyageurs réguliers, puis en camion militaire à Buchenwald. La vie à l'intérieur du Sonderbau, une routine glaciale. Le bloc du bordel à Buchenwald était aménagé comme une petite baraque en bois. Il comprenait un salon, une chambre pour le garde des SS, une salle médicale, plusieurs petites chambres appelées Koberzimmer, chambres de bordel, et des dortoirs où 2 femmes partageaient chaque chambre. Les femmes portaient une jupe écossaise blanche, sous laquelle elles pouvaient porter des sous-vêtements et un soutien-gorge. Chaque matin, elles devaient se réveiller à 7h30, se laver et s'habiller. Leurs tâches quotidiennes comprenaient le nettoyage des baraquements et l'aération des chambres. Elles étaient également autorisées à lire des livres non politiques de la bibliothèque du camp, comme l'a décrit Magdalena Walter. Malgré cette apparence de normalité, la réalité était bien loin de l'être. La routine quotidienne était ennuyeuse, remplie de tâches monotones et de la crainte des terribles 2 heures de la nuit. C'était le moment après que les prisonniers masculins aient terminé leur journée de travail et se rendaient au bordel. Magdalena l'a décrit comme faisant partie d'une chaîne de montage. Chaque soir, les hommes entraient dans la baraque du bordel, allaient à la salle médicale pour une injection, puis à la chambre pour être avec les femmes. Chaque visite ne durait pas plus de 15 minutes. Ensuite, ils retournaient à la salle médicale pour une autre injection avant de quitter le bordel. Les femmes devaient se préparer rapidement pour le prochain visiteur. Malgré l'efficacité du processus, les conditions étaient dures et déshumanisantes, les femmes ayant peu de repos toute la nuit. Au début, Magdalena Walter a résisté à son destin au bordel du camp de Buchenwald. Elle a même menacé de poignarder le premier homme qui s'approcherait d'elle avec une paire de ciseaux à ongles. Cependant, les conditions difficiles et la terreur implacable qu'elle avait endurée au camp de concentration de Ravensbrück avaient brisé sa volonté de résister. Finalement, elle a senti que sa vie n'avait plus d'importance, un état mental reflétant l'apathie typique observée chez de nombreux prisonniers des camps de concentration
où les sentiments et les émotions devenaient insensibles. Étonnamment, Magdalena Walter a été libérée de Buchenwald à la fin de 1944, bien que les raisons de sa libération restent peu claires. Architecture de contrôle, l'emplacement stratégique et la conception des bordels dans les camps. La surveillance et le contrôle des bordels dans les camps de concentration étaient intensément systématiques. Le sociologue allemand Wolfgang Sofsky explique dans son livre « L'ordre de la terreur », le camp de concentration, comment le pouvoir, en particulier le pouvoir absolu, organise l'espace et le temps pour façonner les actions et les relations sociales. Ce principe était évident dans le fonctionnement des camps de concentration, qui étaient des systèmes de surveillance intense et des lieux de violence extrême. Initialement, les bâtiments de bordel spécialisés, connus sous le nom de Sonderbauten, étaient placés près des entrées de camps tels que Mauthausen, Gusen et Auschwitz. Cependant, un ordre général a plus tard ordonné leur déplacement vers des parties plus éloignées des camps, généralement près des blocs médicaux, comme on le voit à Flossenbürg, Buchenwald, Sachsenhausen et Neuengamme. Cette relocalisation avait des raisons pratiques. Les SS préféraient maintenir ces bordels hors de la vue constante des autres prisonniers, et étant donné qu'ils étaient souvent gérés sous l'administration médicale du camp, la proximité des installations médicales était considérée comme nécessaire. Les bordels dans les camps de concentration étaient stratégiquement situés dans les zones les plus isolées et sombres, souvent près de sites associés à la mort et à l'agonie, ce qui permettait aux SS d'isoler encore plus ces installations du reste du camp. Typiquement, la baraque du bordel était clôturée par une clôture avec un garde des SS posté à l'entrée, renforçant la ségrégation et le contrôle. La conception intérieure des bordels était pensée pour une surveillance maximale. La plupart des bordels étaient des baraques en bois standardisées, avec un long couloir s'étendant de l'entrée jusqu'au fond, CE, qui permettait à un garde positionné dans le couloir de surveiller toutes les activités. Dans le camp principal d'Auschwitz, même la conception du Sonderbau reflétait les plans architecturaux de la tristement célèbre prison du bloc 11, symbolisant l'obsession des SS pour le contrôle. Réglementation rigoureuse. Le processus de visite d'un bordel dans le camp. L'accès au bordel pour les prisonniers masculins impliquait une procédure détaillée. Cela commençait par une demande de permission à l'administration du camp, suivie de l'enregistrement à la Schreibstube, le bureau administratif du camp. Si le commandant du camp approuvait la demande, le nom du prisonnier était annoncé pendant l'appel du soir. Par exemple, à Flossenbürg, les prisonniers approuvés étaient récupérés après l'appel et marchaient en couple vers la baraque du bordel, où ils devaient attendre en file à l'extérieur jusqu'à leur tour. Jakub Piekuch, un survivant polonais qui n'avait que 19 ans lorsqu'il est arrivé à Auschwitz et a travaillé comme barbier personnel du commandant du camp Rudolf Höss, a raconté son expérience. Lorsqu'un bordel était ouvert dans le camp, le Schutzhaftlagerführer Allumeier distribuait 2 coupons de bordel au commando des barbiers. Jakub en recevait un. Les visiteurs du bordel étaient soumis à un examen médical, puis se mettaient en ligne par couple dans le couloir. Des hauts fonctionnaires des SS, y compris le commandant du camp Höss, apparaissèrent souvent lors de ces visites. Des ordres comme « Au garde à vous, à droite, Heil Hitler » étaient donnés. Jakub se voyait remettre un billet avec le numéro 9 et était prié de se mettre en file à l'extérieur de la chambre numéro 9, deuxième dans la file, attendant son tour pour entrer. À l'intérieur des chambres du bordel, le temps alloué à chaque prisonnier masculin était strictement limité. À Auschwitz, un homme se voyait généralement accorder 15 minutes. Seule la position du missionnaire pour un coït conventionnel était autorisée, et il était strictement interdit de porter des chaussures sur le lit. Pour garantir le respect de ces règles, les gardes des SS surveillaient les activités à travers des judas dans les portes. Une fois le temps imparti écoulé, une cloche sonnait pour indiquer à l'homme de quitter la chambre. S'il tardait à sortir, un garde entrait et le sortait de force, souvent en utilisant la violence. Avant de quitter le Sonderbau, chaque visiteur devait retourner à l'infirmerie pour une injection prophylactique. Malgré les contrôles stricts, le système n'était pas infaillible. Les femmes trouvaient des moyens de résister, comme couvrir les judas avec du ruban adhésif pour bloquer la vue des gardes. Les femmes du Sonderbau Kommando formaient parfois aussi des relations stratégiques avec certains prisonniers, en particulier ceux occupant des positions sociales plus élevées dans le camp. Ces relations
appelée par l'historienne Anna Hajkova « relation rationnelle », était une tactique de survie reconnue non seulement dans les camps de concentration comme Auschwitz-Birkenau, mais aussi dans les ghettos comme Theresienstadt. Dans ces échanges calculés, les hommes fournissaient de la nourriture et de la protection aux femmes, tandis que les femmes offraient des services sexuels en retour. Dans les bordels du camp, non seulement à Auschwitz mais aussi dans des endroits comme Buchenwald, les hommes offraient souvent des rations de nourriture supplémentaires et de la protection, et même soudoyaient d'autres pour les dissuader de rendre visite à certaines femmes. Pour rompre ces liens émergents, les SS faisaient souvent changer de chambre aux femmes, rendant difficile pour les prisonniers masculins de savoir à l'avance avec quelle femme ils se retrouveraient. L'ouverture du bordel du camp à Auschwitz a provoqué une augmentation des activités du marché noir, car les prisonniers faisaient passer en contrebande des vêtements et des objets de valeur depuis le Canada, la zone où étaient stockées les affaires des Juifs gazés pour gagner la faveur des femmes du bordel de Auschwitz-Stammsee. Maintenir l'ordre au milieu du chaos, le système de surveillance et de contrôle des SS. Le contrôle et l'humiliation étaient au cœur de l'exercice du pouvoir des SS dans les bordels. Le voyeurisme était particulièrement répandu. Les officiers trouvaient un plaisir pervers à observer et à commenter les interactions à l'intérieur des bordels. Hermann Leonthar, un survivant d'Auschwitz-Monowitz et chef de bloc de l'infirmerie du camp, a été témoin de l'ouverture du Sonderbo de Monowitz à la fin d'octobre 1943. Il se souvenait avoir vu un groupe d'officiers des SS réunis dans la baraque pour observer ce qui se passait à l'intérieur des chambres du bordel, faisant des commentaires grossiers pendant l'observation. Ce comportement n'était pas exclusif à Monowitz. Un ancien prisonnier de Dachau a mentionné des pratiques voyeuristes similaires là-bas, impliquant non seulement des hommes des SS, mais aussi des SS-Helferinnen, femmes travaillant pour les SS, qui venaient observer et parfois perturber violemment les rencontres en frappant aux portes, si elles pensaient que les hommes prenaient trop de temps. Le contrôle du bordel du camp s'étendait également à la supervision médicale. Les femmes du Sonderbo ne recevaient pas de préservatifs, ce qui entraînait parfois des grossesses qui étaient interrompues de force. Les SS donnaient la priorité à la prévention des maladies vénériennes, mettant en œuvre des mesures strictes. Les femmes devaient se laver avec de l'acide lactique après les rapports sexuels et les hommes recevaient des médicaments prophylactiques non spécifiés. Les laboratoires dirigés par les SS réalisaient régulièrement des tests sanguins et des frottis cervicaux sur les travailleuses sexuelles forcées pour surveiller les maladies vénériennes. À Auschwitz, par exemple, ces échantillons médicaux des femmes dans les bordels des camps d'Auschwitz, Stammlager et Monowitz étaient analysés soit dans le laboratoire de l'infirmerie du camp à Monowitz, soit dans le proche Staatliche Hygiene-Institut à Raskow. Initialement, l'ampleur de ces précautions médicales pourrait sembler excessive, mais elle faisait partie des préoccupations plus larges des SS concernant la prévention des épidémies qui pourraient se propager dans tout le camp et potentiellement atteindre la population civile. Cette approche prudente des SS est mise en évidence dans un rapport de juillet 1943 des SS à Buchenwald, où il était fait état d'un prisonnier tentant d'éviter le bordel en utilisant un coupon falsifié. Le rapport soulignait la gravité de cet acte, arguant que manquer l'examen médical obligatoire pourrait représenter une menace sérieuse pour tout le camp, un risque qu'il considérait comme significatif. Les camps de concentration nazis, bien qu'opérant largement en dehors des normes sociales habituelles, étaient techniquement soumis aux lois allemandes en tant qu'institutions étatiques. Cela incluait l'application des lois liées à la pureté raciale et au contrôle des maladies vénériennes. Adolf Hitler, dans son livre Mein Kampf, déclara son intention d'abolir la prostitution, la considérant comme une honte pour l'humanité. Au début du Troisième Reich, le régime prit des mesures sévères contre la prostitution de rue. Cependant, avec le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, l'accent passa de l'abolition de la prostitution à un contrôle total sur celle-ci. Sous le contrôle nazi, toutes les prostituées en Allemagne et dans les territoires occupés devaient s'inscrire et travailler dans des bordels officiellement autorisés, étroitement surveillés par la police allemande et les autorités sanitaires. Une lettre confidentielle datée du 9 septembre 1939 détaillait des réglementations spécifiques pour les prostituées, y compris des examens de santé obligatoires toutes les 2 semaines pour détecter les maladies sexuellement transmissibles. De plus,
Des ordres généraux exigeaient que les hommes des SS et les soldats se soumettent à des procédures régulières de désinfection. De plus, les SS étaient légalement tenus de signaler tout cas d'épidémie au Staatliche Gesundheitsämter, autorités sanitaires étatiques, chaque semaine. Ce message récurrent sur la propagation des maladies vénériennes était une préoccupation majeure, et dans les camps de concentration, il était abordé par le SS Hygiene Institut, qui mettait en œuvre des protocoles de santé et d'hygiène rigoureux pour atténuer ces risques. Le paradoxe du désir sexuel, mécanisme de coping dans les camps. Il est difficile d'imaginer que les désirs sexuels puissent persister dans des conditions aussi dures, des mondes dominés par la terreur, la famine et la menace constante de la mort. Cependant, les témoignages des survivants suggèrent une image nuancée. Jack Terry, qui a survécu au camp de concentration de Flossenbürg, a souligné que la survie et le besoin fondamental de nourriture éclipsaient les désirs sexuels. De manière similaire, Viktor Frankl, un psychologue et survivant d'Auschwitz, a noté dans ses écrits post-libération que, pendant son temps à Auschwitz, son désir sexuel était largement engourdi, laissant place à ceux qu'il a métaphoriquement décrit comme une masturbation stomacale, où le besoin de nourriture remplaçait d'autres désirs humains fondamentaux. Cependant, ces expériences pourraient ne pas capturer toute la gamme de réponses parmi la population carcérale. En 1971, le psychiatre allemand Paul Matusek a souligné dans son étude sur les impacts psychologiques de l'incarcération dans les camps de concentration que l'absence d'impulsion sexuelle, comme l'a décrit Frankl, n'était pas universelle. Un survivant qu'il a interviewé a mentionné qu'en dépit de la grave malnutrition, il ressentait profondément le manque d'activité sexuelle et que de nombreux camarades prisonniers à Dachau avaient des rêves sexuels et recouraient à la masturbation. Ce survivant entretenait secrètement le désir de visiter le bordel du camp. De plus, Ernst Federn, survivant de Buchenwald et psychologue, a affirmé que la sexualité jouait un rôle énorme, indiquant que pour certains, le désir sexuel et l'activité étaient des aspects significatifs de leur expérience dans le camp. Ces récits variés sur le désir sexuel au sein des camps de concentration, bien qu'ils semblent contradictoires au début, s'alignent en tenant compte des différentes conditions de vie dans les camps. Par exemple, les chances de survie et les conditions générales dans des camps comme Dachau et Buchenwald étaient quelque peu meilleures par rapport aux environnements plus sévères d'Auschwitz-Birkenau, Majdanek ou Mauthausen. Wolfgang Sofsky décrit le camp de concentration comme un lieu d'extrême inégalité. Tandis que de nombreux prisonniers souffraient dans une misère absolue, quelques-uns vivaient relativement mieux en raison de leur rôle au sein de la hiérarchie du camp. Cette inégalité découlait en grande partie de la stratégie d'autogestion des SS, où certains prisonniers recevaient des pouvoirs limités pour aider à diriger le camp, souvent basés sur les idéologies raciales et politiques des nazis. Cela créait une structure sociale où la survie du prisonnier pouvait dépendre significativement de sa position au sein de cette hiérarchie. Dès que les personnes étaient déportées dans un camp de concentration nazi, leurs identités étaient dépouillées, commençant par le remplacement de leur nom par des numéros. Cette déshumanisation rapide était à la fois physique et psychologique. Un aspect crucial de ce processus était la désexualisation des prisonniers. À leur arrivée, tous les poils du corps étaient rasés et les effets personnels étaient confisqués, marquant le début d'une transformation brutale. La longue période de famine entraînait la perte des caractéristiques sexuelles secondaires. Les femmes cessaient d'avoir leurs règles et le corps humain se réduisait à un simple dépôt d'énergie jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement. Samuel Pisar a souligné dans ses écrits que les hommes et les femmes se croisaient à Auschwitz-Birkenau sans le moindre soupçon de réponse sexuelle. Pour beaucoup, des sentiments tels que la honte ou l'intérêt sexuel disparaissaient, remplacés par un instinct primal de survie. La perte de l'identité sexuelle était une partie critique de la terreur infligée aux prisonniers, affectant les deux genres mais touchant souvent plus profondément les femmes, comme en témoignent certaines survivantes. Cette annihilation de l'identité sexuelle n'était pas seulement un effet secondaire de la vie dans le camp, mais un élément délibéré de la stratégie des nazis pour déshumaniser et contrôler leurs prisonniers. Après avoir enduré les premiers impacts de la vie dans le camp, certains prisonniers ont réussi à s'adapter aux dures réalités de leur environnement, tandis que beaucoup d'autres n'ont pas survécu. Parmi ceux qui se sont adaptés,
Retrouver une forme d'identité sexuelle est souvent devenue une stratégie clé de survie. Il y avait un lien remarquable entre le statut social d'un prisonnier au sein de la hiérarchie du camp et sa vie sexuelle. Plus un prisonnier était bien placé dans le commandement de travail qui lui était assigné, plus haut était son rang au sein du système des fonctionnaires prisonniers, plus il avait accès à de la nourriture par le biais du commerce, et par conséquent, la sexualité devenait plus significative dans leur vie. Avant la création des bordels, la plupart des camps de concentration masculins n'avaient aucune présence féminine du tout. Pour de nombreux prisonniers masculins, en particulier ceux emprisonnés depuis l'ascension des nazis au pouvoir en 1933, la vision d'une femme était extrêmement rare. Ainsi, l'arrivée de femmes désignées pour le bordel du camp a provoqué une grande agitation. Par exemple, à Auschwitz-Monowitz, le baraquement du bordel était situé au centre et parfois les femmes étaient visibles pour les prisonniers masculins à l'extérieur des baraquements. À Auschwitz-Stammlager, le bordel était intégré dans le bloc 24, juste à côté de l'entrée principale du camp, portant la devise infâme « Arbeit macht frei », la hiérarchie du camp et la sexualité, privilèges, pouvoir et survie. Bien que la plupart des prisonniers étaient conscients de l'existence du bordel, leur connaissance était souvent basée sur des rumeurs plutôt que sur des faits détaillés. À Mittelbau-Dora, le baraquement du bordel était situé dans le même bâtiment que la bibliothèque du camp, juste au-dessus de la place d'appel. Lors des rassemblements, les prisonniers pouvaient voir les femmes debout devant le baraquement ou aux fenêtres, où les SS les positionnaient pour attirer l'attention des détenus masculins. Cependant, pour la plupart des prisonniers, le bordel avait peu d'importance dans leur lutte quotidienne pour la survie. Le bordel du camp est devenu une institution principalement pour ces prisonniers fonctionnaires, occupant des postes plus élevés au sein de la hiérarchie sociale du camp, reflétant à quel point le pouvoir, le privilège et la survie étaient profondément entrelacés dans le système des camps de concentration. Le nombre de prisonniers visitant le Sonderbau, les bordels du camp, était remarquablement petit par rapport à la population totale des camps. Par exemple, à Auschwitz-Stammlager, à un moment où environ 30 000 prisonniers étaient internés, seulement environ 100 visitèrent le bordel, ceux qui représentaient seulement 0,33% de la population du camp. De même, à Buchenwald, au cours du premier mois de fonctionnement du bordel en juillet 1943, en moyenne 98 prisonniers le visitaient les jours où il était ouvert, ce qui équivalait à 0,77% de la population du camp. Il y avait plusieurs raisons à cette faible affluence. Tout d'abord, la possibilité de visiter le bordel était un privilège accordé à un groupe très restreint de prisonniers. Seuls les prisonniers catégorisés comme ariens, y compris les Allemands, les Néerlandais, les Belges, les Scandinaves, les Polonais, les Tchèques, les Ukrainiens et les Espagnols, étaient autorisés. Les Juifs et les prisonniers de guerre soviétiques étaient catégoriquement exclus, car ils étaient internés spécifiquement pour extermination. Un prisonnier devait également avoir accès à des bons de récompense pour payer sa visite. Ces bons n'étaient pas distribués régulièrement, donc un prisonnier devait se les procurer sur le marché noir ou connaître quelqu'un qui gérait leur distribution. De plus, le prisonnier devait avoir à la fois la force physique et la volonté de faire la visite, limitant ainsi encore le nombre de visiteurs potentiels. Visiteurs du Sonderbau, motivation et statut social. Ceux qui visitaient étaient généralement des rangs supérieurs de la hiérarchie des prisonniers, y compris des prisonniers seniors du camp, des anciens du bloc, des superviseurs de commando et des membres de détachements de travail privilégiés tels que la police du camp, la brigade des pompiers, le personnel de cuisine, les barbiers, les travailleurs de l'infirmerie et les bouchers. À partir de récits, de témoignages et du Bordel Book, livre des visiteurs du bordel du bloc 3 dans le camp de concentration de Mauthausen, il est possible d'obtenir plus d'informations sur le statut social des visiteurs du bordel et la fréquence de leurs visites. En général, les visiteurs pouvaient être catégorisés en 3 groupes basés sur la fréquence et la volonté de leur visite. Certains étaient des visiteurs réguliers, d'autres allaient de manière sporadique ou une seule fois, et quelques-uns étaient même contraints par les SS à visiter. Les visiteurs réguliers des bordels du camp étaient un groupe extrêmement réduit, principalement composé de membres des rangs supérieurs de la hiérarchie des prisonniers, souvent appelés l'aristocratie du camp.
Des enregistrements détaillés tels que le livre des visiteurs du bordel du bloc 3 du camp de concentration de Mauthausen fournissent des informations sur ce groupe sélectionné. Ce livre en particulier répertorie les noms, les numéros de série du camp et les dates de visite de juin à décembre 1942, révélant que sur 90 prisonniers enregistrés, 57 ont visité le bordel. Un examen plus approfondi de la fréquence des visites montre que seuls 19 de ces hommes étaient des visiteurs réguliers, certains y allant jusqu'à 2 fois par semaine. D'autres documents originaux de Mauthausen, y compris une liste de prisonniers autorisés à porter des montres et des cartes d'enregistrement individuelles des prisonniers, montrent le statut social et les rôles dans le camp de ces 16 visiteurs réguliers. Parmi eux se trouvaient des capos de divers détachements de travail tels que la carrière, le commando du garage des SS et l'unité de désinfection. D'autres visiteurs réguliers occupaient des postes moins intensifs en travail mais hautement convoités, tels que cuisiniers, nettoyeurs dans le bureau du commandant du camp, travailleurs au bureau de poste du camp et blockschreiber, scribe du bloc. Ces postes impliquaient non seulement moins de travail physique, mais donnaient également accès à des biens précieux et à de la nourriture, ce qui les rendait particulièrement désirables. Au moment où ces hommes visitaient le bordel, les bons de bonus n'étaient pas encore utilisés, de sorte que le droit d'entrée au bordel devait être organisé de différentes manières, souvent par le troc ou d'autres moyens au sein de l'économie clandestine du camp. Ces transactions et les rôles que jouaient ces hommes illustrent les structures sociales complexes et les stratégies de survie au sein du système du camp. Les capos et les prisonniers de rang supérieur, connus sous le nom de Lagerprominenz, notables du camp, bénéficiaient de privilèges impensables pour la plupart des détenus. Ils avaient accès à de l'argent et à des objets de valeur, interdits aux prisonniers ordinaires, à plusieurs paires de chaussures, alors que la plupart n'en avaient qu'une seule, et participaient à des activités de loisirs telles que jouer aux cartes le dimanche avec des mises de milliers de Reichsmark, organiser des concours sportifs et des soirées musicales. Ces privilèges s'étendaient également à leur vie personnelle. Malgré les interdictions strictes contre l'homosexualité dans les camps, certains avaient des amants jeunes ou des garçons. Pour la Lagerprominenz, la sexualité faisait non seulement partie d'un style de vie supérieur, mais aussi un symbole de leur pouvoir et de leur statut. Le gaspillage flagrant de nourriture devant des prisonniers affamés, parallèlement à leur exhibition ostentatoire d'énergie sexuelle, soulignait leur indifférence envers la privation et la souffrance qui les entourait. Le deuxième groupe le plus important de visiteurs de bordel se composait principalement de la classe moyenne du camp. Ces visiteurs sporadiques et d'une seule fois avaient des motivations notablement différentes de celles de la Lagerprominenz. Pour beaucoup de ces hommes, visiter le bordel était moins une question d'indulgence que de reconnecter avec leur humanité et leur masculinité face à la déshumanisation constante. En 1973, les sexologues polonais Giza et Morawiecz ont publié une étude menée entre 1964 et 1962, examinant la sexualité des prisonniers masculins à Auschwitz. Ils ont découvert que ces prisonniers se masturbaient rarement, une fois tous les 2 ou 3 mois, et non principalement pour la gratification sexuelle, mais pour affirmer leur vitalité. Ce besoin de vérifier leur santé physique et émotionnelle a également poussé ces hommes à visiter le bordel. Pour eux, avoir une connexion sexuelle ou émotionnelle était une façon de voir s'ils pouvaient encore ressentir des émotions, s'ils restaient vraiment des hommes, tenter de récupérer leur masculinité et leur sens de soi, qui leur avaient été enlevés depuis leur emprisonnement, était crucial pour leur survie et leur capacité à faire face aux dures conditions du camp. Beaucoup de jeunes emmenés dans les camps de concentration n'avaient jamais eu de relations sexuelles avec des femmes. Confrontés à la triste réalité que la survie dans les camps était peu probable, certains cherchaient à expérimenter l'intimité au moins une fois. Johann F.B., un ancien prisonnier à Auschwitz, travaillant comme interprète au bureau de la Gestapo du camp, a reçu un bon de bonus d'un ami dans le commando des bouchers qui l'a encouragé à visiter le bordel, car il n'avait jamais été avec une femme. Johann a suivi le conseil de son ami, mais a regretté d'entrer dans le bordel, choisissant simplement de parler à la femme au lieu d'avoir des relations sexuelles. Le bordel comme microcosme des dynamiques du camp, pouvoir, contrôle et déshumanisation. Une autre histoire poignante est celle d'un garçon tchèque qui n'avait que 18 ans lorsqu'il est arrivé à Mauthausen.
Il a survécu uniquement grâce à l'aide et à la protection d'un prisonnier fonctionnaire, avec qui il a dû avoir des relations sexuelles en échange de nourriture supplémentaire et de sécurité. Curieux de son orientation sexuelle en raison de ses expériences, il s'est rendu au bordel du camp pour explorer ses sentiments. Mais comme beaucoup d'autres, il s'est trouvé incapable de participer à toute activité sexuelle. Les entretiens avec les travailleurs sexuels forcés des bordels du camp montrent que cette incapacité était courante parmi les prisonniers. Il y avait de nombreuses raisons à cela. La faiblesse physique des prisonniers, l'environnement cruel et forcé du camp qui étouffait tout désir sexuel réel, et la longue absence de contact avec des femmes. Pour de nombreux prisonniers, une visite au Sonderbo était moins une question de participer à des activités sexuelles que de chercher une interaction personnelle. Souvent, ils y allaient simplement pour parler à une femme, cherchant un peu de normalité et de connexion humaine dans un endroit où de telles interactions étaient extrêmement rares. Le troisième groupe de visiteurs des bordels comprenait ceux qui n'avaient pas choisi d'aller au Sonderbo, mais qui étaient forcés par les SS. Cela se produisait souvent lorsque les SS voulaient récompenser certains prisonniers qui n'avaient en réalité aucun intérêt à visiter le bordel, mais ne pouvaient pas refuser sans conséquence. Un exemple de cela vient de Mieczysław Zajac, un ancien prisonnier à Monowitz. Il se souvient comment un chef de camp voulait récompenser un travailleur expérimenté qui parlait allemand et travaillait pour IG Farben. Ce prisonnier politique plus âgé ne voulait pas visiter le bordel, mais n'avait d'autre choix que de suivre l'ordre d'invitation. Un autre exemple implique Erich Reschke, le Lagereltest de Buchenwald et leader du mouvement de résistance commerciale du camp. Il a été contraint par les officiers du camp d'être le premier à ouvrir le bordel, symbolisant son statut de prisonnier de plus haut rang dans la hiérarchie interne du camp. Cet acte des SS a non seulement révélé la prétendue récompense pour sa collaboration, mais a également souligné leur pouvoir absolu et leur contrôle, même sur quelqu'un de son rang. Malgré la position de Reschke au sommet de la hiérarchie des prisonniers, les SS conservaient l'autorité suprême pour accorder le privilège d'assister au bordel du camp, renforçant ainsi leur domination et leur contrôle. Un autre récit déchirant d'une visite forcée à un bordel de camp vient de Jean Michel, un survivant français du camp de concentration de Mittelbau-Dora, tel que décrit dans son autobiographie. Il raconte l'expérience de son compatriote de la Roque, qui après un épuisant quart de travail dans les tunnels de Konstein, où les célèbres missiles V2 étaient fabriqués, a été obligé par les officiers des SS de visiter le bordel du camp. Michel décrit vivement la scène. De la Roque et son équipe de travail, épuisés au-delà de toute mesure après un quart de travail de 12 heures, ont été arrêtés de manière inattendue par les SS alors qu'ils rentraient au camp et dirigés vers une baraque transformée en bordel. Les hommes, accablés par la fatigue et ne souhaitant rien d'autre que dormir, ont été stupéfaits par l'ordre. Ils se sont alignés devant les portes du bordel, chaque homme positionné devant une porte, et on leur a ordonné de baisser leurs pantalons alors que les portes restaient fermées, les femmes attendant probablement à l'intérieur. Après cela, le deuxième ordre a été donné. « Entrez !» Ils sont entrés dans la pièce, les pantalons baissés, se sentant complètement désintéressés par toute rencontre sexuelle, comparable à un octogénaire malade dans son désintérêt. Il s'est retrouvé face à une femme qui l'attendait, sa gêne et sa confusion grandissant. Michel raconte la préoccupation de Delaroque de ne pas être à la hauteur de la réputation stéréotypée des Français, soulignant avec humour comment de telles rencontres forcées pourraient détruire des mythes de longue date. En 1941, Heinrich Himmler a commencé à établir des bordels dans les camps de concentration nazis, dans le but d'augmenter la productivité des prisonniers masculins pour soutenir les projets de construction massifs et ambitieux d'Adolf Hitler. Des femmes prisonnières étaient sélectionnées parmi les camps de concentration de femmes de Ravensbrück et Auschwitz-Birkenau, ou volontaires, pour travailler dans ces bordels. Le terrible choix auquel ces femmes étaient confrontées se résumait souvent à un travail sexuel forcé ou à la mort, un exemple clair de coercition dans un environnement rempli de peur et de famine, le tout orchestré par les SS. Une fois dans les baraques des bordels, les femmes n'avaient pas de liberté. Elles étaient absorbées par le fonctionnement du Sonderbau, constamment surveillées, et ne pouvaient pas refuser un visiteur ni sortir du bordel une fois qu'elles y entraient. Les bordels étaient des espaces strictement contrôlés, montrant la détermination des SS à maintenir un contrôle total.
Les visites étaient gérées de manière bureaucratique et strictement surveillées, les SS décidant quelles femmes et quels hommes pouvaient entrer, contrôlant chaque aspect de ces interactions forcées. Bien que les officiers des SS n'étaient pas autorisés à interagir directement avec les femmes dans les bordels, ils tiraient une satisfaction perverse du voyeurisme. Ils espionnaient les interactions à travers des judas, humiliant encore plus les prisonniers. Les bordels du camp étaient également sous une stricte surveillance médicale, y compris des réglementations pour le contrôle des maladies vénériennes et de la prostitution. Cela se manifestait dans les registres détaillés des examens médicaux réguliers, tels que des frottis cervicaux et des analyses sanguines, effectuées sur les femmes contraintes de travailler dans la prostitution. L'analyse de pourquoi les prisonniers visitaient les bordels et à quelle fréquence révèle un lien clair entre le pouvoir et la sexualité dans les camps de concentration. La capacité d'expérimenter et d'exprimer des désirs sexuels indiquait un statut social élevé au sein du camp. Seuls ceux au sommet de la hiérarchie des prisonniers avaient le privilège de dépenser de l'énergie sexuelle. Les SS accordaient à ces prisonniers de haut rang un pouvoir supplémentaire, assurant le bon fonctionnement du système du camp. Ce pouvoir incluait le droit de participer à des activités sexuelles contrôlées dans le bordel du camp. D'autre part, être perçu comme perdant en masculinité était utilisé pour dénigrer ceux en bas de la hiérarchie, ajoutant un autre niveau d'humiliation. Pour les prisonniers dans les rangs intermédiaires de la structure sociale du camp, la sexualité n'était pas une question de statut ou de prestige. Au contraire, elle était centrée sur le désir d'avoir une seule expérience sexuelle avant leur mort probable, sombrement appelée « passer par la cheminée », où était une façon pour eux de retrouver leur identité masculine et de se sentir humains à nouveau. Étant donné qu'il était impossible de rencontrer des femmes en dehors du Sonderbo dans la plupart des camps et qu'il était interdit d'exprimer la sexualité, visiter le bordel est devenu un moyen pour les prisonniers de réaffirmer leur masculinité. Cependant, cela a créé un dilemme sévère. Les prisonniers étaient contraints de participer au système de travail sexuel forcé, exposant certaines des dynamiques de pouvoir